Et donc, je vous propose qu'on reprenne avec la session 6 sur l'immunothérapie. Et donc, on va commencer par une présentation sur l'immunothérapie dans l'amylose AL par Stéphanie Cordeuil, qui travaille à Paris maintenant. Merci Sylvia. Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Stéphanie Cordeuil, je suis hématologue et je travaille maintenant depuis 1 mois dans l'équipe du professeur Hermine à Paris. Je suis vraiment ravie d'être ici, en tout cas pour vous présenter ce qu'est l'immunothérapie et comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est repartir du mot littéralement, immunothérapie. Donc immuno, ça renvoie au système immunitaire, thérapie au traitement, donc littéralement, c'est utiliser le système immunitaire en traitement. Et si on est un peu plus précis, c'est stimuler et ou rediriger le système immunitaire contre les cellules cancéreuses, parce qu'initialement, c'était développé dans les cancers. D'où ça vient ? C'est intéressant. En 1890, premières observations cliniques chez les patients qui étaient opérés pour des sarcomes. Bon, il y avait des infections post-opératoires, on imagine que ce n'était pas si rare que ça à l'époque. Et il avait été observé des régressions spontanées des tumeurs. Donc, suite à ça, le docteur Collet, considéré comme le père fondateur de l'immunothérapie, a mis en place un traitement, c'est-à-dire qu'il infectait les patients et il a observé un effet antitumoral, notamment chez des patients qui présentaient des sarcomes et des lymphomes. Ensuite, on a observé que les patients immunodéficients avaient une surincidence des cancers. Et donc, ces 3 observations montrent la mise en évidence d'une immunité antitumorale qu'on pouvait stimuler. Dans les années 1970, on découvre les bases immunologiques de cette immunité antitumorale avec la découverte de l'acteur central de l'immunité antitumorale, le lymphocyte T cytotoxique, dont la cytotoxicité dépend du CNH de classe 1. Et ensuite vient la modulation de l'immunité antitumorale avec tout d'abord l'utilisation de cytokines qui stimulent le lymphocyte T cytotoxique. La mise au point des inhibiteurs de point de contrôle, bon, c'est complètement capital dans l'immunothérapie, mais on ne va pas en parler parce que ce n'est pas capital dans l'amylose AL. Et on va se concentrer sur les anticorps monoclonaux, les anticorps bispécifiques et les cellules CAR-T. Donc, comment ça marche ? Eh ben, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne marche pas comme la chimiothérapie. La chimiothérapie, vous le savez, ça va cibler les cellules en division cellulaire. Là, j'ai remis les alkylants en exemple parce que c'est utilisé dans l'amylose AL, le melphalan, l'endoxan. Ça fait donc des lésions covalentes entre les brins d'ADN et dans un même brin d'ADN, ce qui fait que la topoisomérase ne peut pas se fixer et dérouler le brin d'ADN. L'ADN polymérase, du coup, ne peut pas se fixer sur le brin d'ADN et il n'y a pas de réplication. Les mécanismes de réparation de l'ADN sont dépassés et du coup, la cellule va rentrer en apoptose. Le problème, c'est que ça va aussi toucher les cellules saines et donc il va y avoir, vous le savez, une toxicité de l'épithélium digestif, une hématotoxicité et une gonadotoxicité. Et donc, dans un souci un peu de détoxification, mais aussi d'amélioration de la réponse, on a développé donc l'immunothérapie avec un véritable boom. Donc là, l'idée, c'est pas d'aller attaquer directement la tumeur, mais c'est de réveiller le système immunitaire qui est souvent inhibé par un micro-environnement tumoral immunosuppresseur. Et donc, tout ça pour conduire à l'apoptose de la cellule cancéreuse avec à la clé, en tout cas sur le papier, moins d'effets secondaires, une réponse plus durable et plus profonde. Donc on va commencer par les anticorps monoclonaux. Donc qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un anticorps qui reconnaît une seule cible antigénique au niveau de la portion FAB et au niveau de la portion FC. C'est là que se jouent les fonctions effectrices. Comment ça marche ? Première mode d'action, une action bloquante directe neutralisante. Vous la connaissez, donc l'anticorps va aller neutraliser l'antigène tumoral. Et si celui-ci active une voie de signalisation qui est importante pour la survie du plasmocyte, eh ben, cela va aboutir donc à l'apoptose de la cellule tumorale. Deuxième grand mode d'action, c'est le recrutement du système immunitaire par la portion FC qui va entraîner la lyse de la cellule tumorale. Il y a 3 mécanismes. Soit on recrute le complément, donc là c'est la voie classique qui va aboutir à la formation du complexe d'attaque membranaire. Donc c'est ce qu'on appelle la cytotoxicité dépendante du complément. Soit on recrute les macrophages et c'est la phagocytose dépendante des anticorps.
soit on recrute les cellules natural killer avec dégranulation, libération de granzyme B et perforine. Et donc ça, c'est ce que vous connaissez. Donc c'est l'ADCC, cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps. Donc, dans l'amylose AL, on a les anticorps anti-CD38, isatuximab, daratumumab. Comment ça fonctionne? Eh bien, de la même façon de ce qu'on vient de voir. Ce qui est intéressant, c'est que CD38, c'est une enzyme en fait qui va métaboliser NAD+, qui est important pour la survie du plasmocyte clonal. Donc, il y a également un mécanisme d'apoptose directe pour les anti-CD38 qui est un peu moins connu. Ensuite, un dernier mécanisme qui est finalement un peu moins décrit, plus d'immunomodulation du micro-environnement tumoral. En fait, il y a des lymphocytes T et B régulateurs qui vont donc bloquer le lymphocyte T cytotoxique qui exprime CD38. Et donc, si on utilise le daratumumab, par exemple, ou un anti-CD38, il va y avoir une destruction de ces lymphocytes T et B régulateurs qui sera concomitante de l'expansion de lymphocytes T cytotoxiques qui vont probablement, en tout cas, médier en partie l'effet antitumoral des anti-CD38. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Il y a effectivement une autre façon d'utiliser les anticorps monoclonaux, c'est de cibler les dépôts. Donc, habituellement, dans l'amylose AL, on cible le plasmocyte clonal qui va produire la chaîne légère amyloïdogène. Mais de façon intéressante, on peut aussi cibler donc les fibrilles amyloïdes et dans ce cas-là, il y a un mécanisme d'élimination des dépôts au niveau des organes qui passe essentiellement par la phagocytose dépendante des anticorps. Malheureusement, il n'y a pas de preuve encore vraiment probante de l'efficacité clinique de ces anticorps anti-dépôt. Et il y avait également aussi des anticorps en cours de développement, comme précisé dans le dernier topo, dans les amyloses ATTR. Les anticorps bispécifiques maintenant. Donc, à quoi ça ressemble? C'est un anticorps qui est capable de reconnaître deux cibles antigéniques. Comment est-ce que ça fonctionne? Pas du tout comme un anticorps monoclonal. Dans ce que je vous ai présenté, ça ne marche pas trop, il n'y a pas vraiment d'action bloquante et il n'y a pas un recrutement efficace du système immunitaire parce qu'en fait, souvent, la portion FC est modifiée. Donc, finalement, ça marche différemment. Ça marche par un rapprochement physique des deux cibles. Il y a création d'une pseudo-synapse immunologique. Donc schématiquement ici, vous voyez, il y a un bras de l'anticorps qui va reconnaître un antigène tumoral, l'autre bras de l'anticorps qui va reconnaître le CD3 qui fait partie du TCR, et donc ça va rapprocher physiquement le lymphocyte T qu'on présume cytotoxique, ce qui va déclencher la dégranulation de granzyme B et perforine et aboutir à la lyse tumorale. Donc finalement, on nous dit qu'il n'y a pas du tout besoin d'une spécificité de reconnaissance du lymphocyte T, que n'importe quel lymphocyte T bystander peut être activé et tuer la cellule tumorale. Bon, en fait, c'est peut-être pas forcément si simple. Il y a notamment un article assez intéressant de Friedrich là, dans Cancer Cell qui montre que chez les patients traités par anticorps bispécifiques et qui sont répondeurs, on observe l'expansion clonale, donc pas polyclonale, de lymphocytes T CD8 effecteurs et que cette expansion dépend de l'engagement du CMH de classe 1. Donc je vais un petit peu vite, mais le CMH de classe 1 et avec l'antigène, c'est normalement le mécanisme de reconnaissance pour le TCR. Donc s'il y a un engagement, ça présume que potentiellement il y a une reconnaissance spécifique via le TCR avec une participation en tout cas de lymphocyte T assez spécifique. Donc ça reste à explorer, mais c'est très intéressant. Les anticorps bispécifiques dans l'amylose AL, du coup, on va utiliser, ceux qui ont été utilisés, c'est ceux dans le myélome multiple. Donc, on a deux anticorps qui ciblent BCMA, le teclistamab et l'elranatamab. On a un anticorps qui cible GPRC5D. On ne sait pas à quoi sert cette protéine d'ailleurs. Le talquetamab. Et puis, on a un petit dernier, un anticorps bispécifique nouvelle génération, l'étentamig, qui a donc au niveau de la portion d'anticorps un BCMA, une partie de reconnaissance qui a été modifiée pour avoir une plus haute affinité, sous-tendant une plus haute efficacité. Au niveau du CD3, il y a une plus faible affinité pour activer un peu moins fortement les lymphocytes T et entraîner moins de toxicité, ce qui est majeur pour nos patients amylose AL. Et puis, il y a la partie FC qui a été modifiée pour une demi-vie plus longue. Et on verra en tout cas que c'est un anticorps qui tient plutôt ses promesses d'efficacité de faible toxicité.
Dernière diapositive, les cellules CAR-T. Qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des lymphocytes T qui portent un récepteur antigénique chimérique. L'idée, c'est de bypasser le signal 1 et le signal 2, alors le signal 1 d'antigène et le signal 2 de costimulation pour activer le lymphocyte T. Donc, à quoi sert, je vais être buzzée, à quoi sert à quoi ressemble le CAR? Il a un domaine variable, en tout cas d'un anticorps pour la reconnaissance de l'antigène, qui fait qu'il y a une indépendance du CMH. Et dans la partie intracellulaire, il y a les domaines de signalisation de la molécule de costimulation et du CD3. Donc ça permet une activation indépendante en cas du CMH. L'idée, c'est de faire exprimer, faire exprimer ce CAR dans les lymphocytes du patient. Je vais passer un petit peu vite, mais il y a une étape de transduction très importante. Et dans les actualités, il y a un CAR modifié également pour être plus affin pour BCMA et moins toxique, dont les résultats ont été présentés au congrès de l'ASH récemment, si je peux juste conclure. Donc l'immunothérapie dans l'amylose AL, en tout cas, c'est plutôt à visée antiplasmocytaire. Les mécanismes d'action sont multifactoriels et probablement plus compliqués que ce qu'on croit et font intervenir le micro-environnement tumoral, ce qui fait qu'il y a des réponses variables selon les patients. Et puis, on voit que malgré la promesse d'une immunothérapie peu toxique, l'actualité, c'est des nouveaux designs pour baisser encore plus cette toxicité, ce qui est majeur pour nos patients amylose AL. Merci. On va enchaîner les topos. On va accueillir le docteur Nathalie Forgeard de Saint-Louis sur les résultats des traitements bispécifiques. Attention au buzzer. Bonjour, donc je suis Nathalie Forgeard et je travaille dans le service d'immunohématologie du professeur Arnulf à Saint-Louis. Et donc on fait partie du centre des références nationales pour l'amylose AL et les autres maladies par dépôt d'immunoglobuline monoclonale. Et ne marche pas. Voilà, pardon. Donc nous, on parle d'amylose AL, l'amylose à dépôt de chaîne légère d'immunoglobulines, dans laquelle la cellule malade, c'est le plasmocyte. Et donc, on a déjà introduit là les anticorps bispécifiques qu'on utilise. En France, on a accès à 2 anticorps bispécifiques anti-BCMA qui sont le teclistamab et l'elranatamab, qui ont été développés dans le traitement du myélome. Aujourd'hui, le teclistamab, il a une AMM. Il a obtenu cette AMM suite, entre autres, à cette étude de phase 1-2 dans le myélome en rechute ou réfractaire. Dans cette étude, le teclistamab permettait d'obtenir des taux de réponse globale d'environ 60%. Un quart des patients avaient une maladie résiduelle négative et la survie sans progression médiane était de 11 mois. Résultat un peu similaire pour l'elranatamab. Dans l'étude magnétisme 3, des taux de réponse globale de 61%, avec 35% de patients en réponse complète et une survie sans progression médiane à 15 mois. En Belgique, nos collègues ont aussi accès au talquetamab, l'anticorps GPRC5D, auquel nous n'avons pas encore accès en France. Donc, quelques éléments de contexte dans l'amylose AL. C'est une maladie dans laquelle on a besoin de faire baisser la chaîne légère pathologique dans le sang de façon très rapide, très profonde et très durable. Il a été montré que c'est à cette condition qu'on arrive à améliorer les atteintes d'organes et donc prolonger la survie des patients. Aujourd'hui, il y a un traitement de première ligne consensuel qui est le DARA-VCD d'après les résultats de l'essai Andromeda, qui fait déjà très bien. Mais quand les patients rechutent après cette première ligne de traitement, on se retrouve en RCP à discuter entre certaines options parce qu'il n'existe pas de deuxième ligne de traitement standard. Donc les options qu'on a, il y a le venetoclax, mais pour l'instant, dont l'efficacité a été montrée seulement chez les patients qui ont une translocation 11-14. Il y a les immunomodulateurs, l'énalidomide, pomalidomide, dont l'utilisation peut parfois être compliquée, notamment chez les patients qui ont une insuffisance rénale pour le lénaïdomide. Et puis, il y a l'inhibiteur du protéasome deuxième génération, le carfilzomib, qu'on ne peut pas utiliser chez les patients qui ont une atteinte cardiaque à cause de sa potentielle cardiotoxicité. Donc, souvent des situations un peu complexes. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui concernant l'utilisation des anticorps anti-BCMA dans l'amylose? Donc, on a plusieurs séries de cas rétrospectives. Donc, je commence avec ça, c'est la nôtre, une série de 17 patients
traités en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grèce. Des patients avec un âge médian de 67 ans, dont 60% avaient un myélome multiple symptomatique associé. Des patients qui étaient graves, quasiment tous avaient une atteinte cardiaque. Pour 60%, c'était une atteinte 3A ou 3B de la Mayo clinique. Ils avaient reçu en médiane 4 lignes de traitement antérieures. Et donc, on voit donc déjà un très bon taux de réponse hématologique. Donc, la réponse hématologique, on appelle très bonne réponse partielle, une différence entre les deux chaînes légères de moins de 40 mg par litre. Pour la réponse complète, il faut avoir des chaînes légères normales avec une immunofixation négative dans le sang et dans les urines. En fait, en pratique, ça, c'est souvent manquant comme critère. Et du coup, on peut y substituer le critère de très bonne réponse partielle avec une chaîne légère impliquée à moins de 10 mg par litre. Donc, c'est les patients bleu clair. Donc, sur cette cohorte-là, les patients ont très bonne réponse partielle ou mieux, c'est 15 sur 17 patients, ça fait 88%. Et pour essayer d'illustrer, on a mis la différence entre les deux chaînes légères avant et après traitement à droite pour montrer qu'après traitement, la chaîne légère pathologique, elle est vraiment effondrée, elle est le plus souvent à 0. La vitesse jusqu'à l'obtention de la réponse, c'est rapide, c'était en médiane un cycle. On avait 40% de patients qui avaient une réponse d'organes cardiaques. Concernant la tolérance, donc les événements qu'on surveille dans les immunothérapies, c'est toujours les mêmes. C'est CRS pour syndrome de relargage cytokinique et ICANS, c'est une toxicité neurologique aiguë qui est liée à l'anticorps et qui est réversible. Et dans notre série, il y avait la moitié des patients qui a présenté un syndrome de relargage cytokinique mais qui était de grade 1-2, donc peu grave, et un patient qui a fait un ICANS de grade 3. À noter qu'il y avait beaucoup d'infections et d'infections sévères, un tiers des patients qui ont présenté une infection de grade 3 ou plus. Ensuite, deuxième série, c'est une série américaine publiée récemment avec 29 patients, dont 4 avaient reçu du talquetamab. Il y avait aussi et teclistamab et elranatamab. Donc pareil, des patients graves qui avaient été déjà beaucoup pré-traités. Dans cette série, il y a plus de la moitié des patients qui avaient reçu une autogreffe au préalable. Ça reflète un peu les pratiques dans les pays anglo-saxons. C'est moins ce qu'on fait en France. Beaucoup étaient triple classe réfractaires, c'est-à-dire réfractaires immunomodulateurs, inhibiteurs du protéasome et anti-CD38. Et 74% des patients avaient un myélome associé, mais on n'a pas le détail sur myélome symptomatique ou pas. 2 tiers des patients avaient une atteinte cardiaque, et donc les résultats, c'est assez similaire dans cette étude. Il y avait 75% de patients en très bonne réponse partielle ou plus. Le temps médian à l'obtention de la réponse, le même, un cycle. 45% de syndrome de relargage cytokinique de grade 1-2 et 14% de toxicité neurologique. Et dans cette étude, 6 sur 29 patients avaient fait une infection sévère. Dernière série, donc un peu toujours la même chose, ça marche très bien, ça marche très vite. Et donc celle-là, je vous la montre parce qu'il y a en plus un peu des données sur la maladie résiduelle. Donc la maladie résiduelle, c'est la détection à un seuil plus sensible de plasmocytes pathologiques résiduels, donc au seuil 10-5 ou 10-6. Donc là, il y avait 5 patients pour qui la MRD avait été faite et les 5 patients avaient une MRD négative. L'autre chose, c'est dans cette étude un délai médian à la réponse qui était encore plus court de 9 jours. Je pense que c'est sûrement parce qu'ils faisaient des dosages de chaînes légères plus rapprochés. Effectivement, en fait, on observe quand on fait des dosages de chaînes légères dès 1-2 semaines que ça baisse très très vite. L'autre chose sympa dans cette étude, c'est ces petits diagrammes où en fait ils montrent l'évolution des chaînes légères selon les traitements. Et en fait, on voit bien que dès qu'on fait l'anticorps bispécifique, ça s'effondre, c'est immédiat et ça passe à 0. Alors qu'avec les traitements antérieurs, ça marche un peu, mais c'est pas pareil. Voilà, donc avec ces séries de cas, déjà, on peut conclure que les taux de réponse, ils sont excellents. Les réponses, elles sont profondes, elles sont rapides chez des patients qui sont déjà fortement pré-traités, qui ont des atteintes d'organes sévères. Les toxicités, elles sont
Pour ce qui est du CRS et de l'ICANS, similaire à ce qu'on a observé dans le myélome, le profil de tolérance rénale et cardiaque, il est excellent, ce qui en fait une molécule de choix pour l'amylose, mais quand même un signal sur des événements infectieux potentiellement sévères qui fait qu'aujourd'hui, on a adapté nos pratiques et de façon consensuelle, tous les centres, on pratique une substitution en immunoglobuline polyvalente systématique chez ces patients. Donc, pour l'instant, le schéma de traitement officiel, il est calqué sur celui du myélome, c'est-à-dire c'est hebdomadaire en continu jusqu'à progression. Mais on se pose pas mal de questions. Est-ce que c'est pas trop toxique et est-ce que c'est vraiment utile de traiter aussi intensément, aussi longtemps, sachant que dans l'amylose, on fait des schémas de traitement qui sont plus courts que dans le myélome. Donc, pour répondre à cette question, donc déjà nous, on est en train de reprendre les données de notre première cohorte de patients traités par teclistamab. Donc c'est en cours et en gros maintenant avec une durée de suivi médian qui s'approche d'1 an, on a toujours le même taux de réponse d'organes. Le bilan en termes d'événements infectieux reste lourd et en fait on observe des schémas de traitement très hétérogènes parce que dans chaque centre, les praticiens ont commencé à adapter leurs pratiques et donc en fait maintenant ça va de traitement court 3 mois jusqu'à traitement en continu jusqu'à progression. Il y a des centres qui restent en hebdomadaire, parfois c'est toutes les 2 semaines, parfois c'est mensuel. En tout cas, à noter de façon très intéressante qu'après d'1 an de suivi, il n'y a pas de patient dans la cohorte qui a rechuté. Alors j'ai plus beaucoup de temps, donc ensuite arrive une étude prospective internationale coordonnée par le docteur Muriel Roussel de Limoges, donc sur le teclistamab pour l'amylose AL en rechute, et c'est ouvert. Et dans cette étude, le schéma, c'est teclistamab hebdomadaire le premier mois, puis mensuel pour 6 mois, 6 réponses complètes, et ça peut être poussé jusqu'à 12 mois sur décision du médecin. Ça, c'est un abstract oral qui a été présenté à l'ASH sur l'étantamig dont nous a parlé le docteur Cordeil. Et on a dit l'étantamig, il a une demi-vie plus longue, donc ça permet de le faire en mensuel dès le départ. Et donc toujours excellent taux de réponse, mais là... 10 secondes. Dans cette étude, il rapportait seulement 3% d'infection de grade 3-4. Donc si ça se confirme, incroyable. Voilà, ça c'est les essais à venir. Donc, aux États-Unis, il y a un essai sur elranatamab pour l'amylose en rechute réfractaire. Il y a d'autres essais avec des anti-BCMA. Il y a un essai avec un trispécifique anti-BCMA et anti-GPRC5D. Et en rouge, j'ai mis peut-être le plus important. Voilà, c'est donc du coup avec tout ça, ça marche super bien et donc on se demande est-ce que peut-être ça pourrait être un traitement de première ligne dans le futur. Donc là, ça y est, c'est commencé, un essai de phase 2, teclistamab daratumumab pour l'amylose en première ligne aux États-Unis. Voilà, merci. Merci Nathalie, on va enchaîner avec l'immunothérapie en ATTR avec le docteur Nicolas Piriou, cardiologue à Nantes. Merci beaucoup. Très bien. Donc, pour cette dernière présentation de la journée, pour essayer de capter encore votre attention, je vais vous raconter une histoire. Et je ne crains pas le buzz parce que ma première diapo sera la plus importante. Donc, je vais vous raconter une histoire qui est une histoire vraie parce que vérifié et publié dans une grande revue à comité de lecture, peut-être un peu romancée, mais en tout cas qui a bien le mérite d'illustrer de quoi on parle quand on va commencer à aborder maintenant l'immunothérapie dans les amyloses cardiaques TTR. Donc c'est l'histoire naturelle, en fait, l'observation naturelle, assez inhabituelle pour ce qu'on voit généralement chez nos patients. Donc 3 patients qui sont diagnostiqués d'une amylose cardiaque à transthyrétine. Et vous voyez qu'au moment du diagnostic, ils ont une imagerie qui est complètement compatible avec ce qu'on connaît de cette maladie, une charge amyloïde importante qu'on voit en IRM et surtout très parlante sur la scintigraphie au DPD. Et puis, ces patients-là, alors qu'au Royaume-Uni, ils n'avaient même pas accès au tafamidis, c'est un traitement qui a été accessible dans ce pays assez tardivement,
Eh bien, de manière complètement inattendue, ces 3 patients ont présenté quasiment une régression spontanée, très inattendue de la charge amyloïde dans le cœur. Il se trouve qu'un des 3 patients avait pu bénéficier d'une biopsie myocardique en fait, au moment de son bilan diagnostique. Et en reprenant un petit peu la biopsie de ce patient numéro 3, vous voyez qu'on constatait un infiltrat totalement également inhabituel et inattendu, un peu ce qu'on peut voir dans les myocardites, un infiltrat de macrophages et surtout de lymphocytes T marqué CD3. Et puis en allant un petit peu plus loin sur l'analyse histologique, au contact de la substance amyloïde marquée au rouge Congo, vous voyez en bas de l'image là, il y avait des cellules géantes multinucléées dont on peut supposer qu'elles entraînaient une phagocytose de cette substance amyloïde, dont on suppose que c'était le mécanisme à l'origine de la régression très inhabituelle de cette substance amyloïde. Donc on a repris les sérums de ces 3 patients et il se trouve que dans les sérums de ces 3 patients, on voyait une réaction. Ces sérums montraient une réaction avec la substance amyloïde et que la substance qui réagissait avec la substance amyloïde, en fait, c'était des immunoglobulines qui étaient marquées dans le sang de ces patients. Donc en fait, la conclusion, c'est que ces patients avaient probablement une évolution spontanée, naturelle, favorable de leur amylose TTR liée à la présence d'auto-anticorps circulants qui étaient des IgG anti-substance amyloïde, anti-amylose TTR, qui induisaient une régression un petit peu inhabituelle de la charge amyloïde dans leur myocarde. Et alors la question derrière tout ça, c'est que voilà ce qui s'est passé dans ces 3 observations. Est-ce qu'on peut en faire des médicaments ? Et c'est bien le concept qui est à l'origine des médicaments qu'on est en train d'essayer de développer dans cette pathologie. L'idée derrière tout ça, c'est qu'actuellement, avec les traitements stabilisateurs et silenceurs, on peut s'attendre simplement à une stabilisation, mais ce qu'on observe, c'est que même si on diminue la fabrication de l'amylose, de la TTR à l'origine de ces dépôts, on voit encore un certain nombre de patients qui vont progresser. Et puis donc l'idée, c'est ici, comme dans les 3 observations, en plus de diminuer la substance qui est à l'origine des dépôts, si on arrive à augmenter ce qu'on appelle la clairance de l'amylose, eh bien on peut espérer, comme dans ces 3 observations naturelles, une diminution de la charge amyloïde dans le myocarde. Et c'est exactement le concept des immunothérapies qui sont en train d'être développées dans l'amylose TTR comme maintenant des médicaments. Donc ces médicaments qui sont vraiment des anticorps monoclonaux, qui sont des IgG dirigés contre la transthyrétine instable, la transthyrétine misfoldée, comme on dit en bon français, qui ne vont pas cibler la transthyrétine normale, mais la transthyrétine instable. Donc le premier médicament qu'on a eu à disposition, c'est l'anticorps NI006, qui a été étudié à travers une étude de phase 1. Donc vous voyez, la population ici était relativement réduite, c'est une quarantaine de patients dans cette première étude de faisabilité qui a été publiée il y a maintenant 2 ans. Vous voyez que c'est une population qui est assez standard par rapport à celle que l'on traite actuellement, un âge moyen de 75 ans, plutôt une prédominance encore masculine, grande prédominance d'amylose TTR sauvage, et puis des profils, c'est ça qui est intéressant, plutôt assez sévères en termes de classe fonctionnelle et de taux de NT-proBNP qui était à 2000 en moyenne chez ces patients. Cette étude de phase 1 est visée surtout à démontrer la sécurité d'emploi de ce médicament. Donc les effets indésirables sont plutôt liés à des événements en lien avec l'amylose cardiaque qui ne sont pas liés au traitement et en lien avec l'immunothérapie. On a observé, comme ça a été cité déjà dans les immunothérapies AL, des syndromes de relargage cytokinique et des effets secondaires au niveau articulaire qui n'ont pas entraîné d'arrêt du traitement. On a un seul patient sous forte dose qui a dû interrompre le traitement lié à la survenue d'une thrombocytopénie. Donc un profil de tolérance plutôt favorable. Et puis surtout en termes d'efficacité, ça a été cité dans la présentation d'Océane précédemment, mais on a observé, encore une fois, l'étude n'était pas du tout designée pour démontrer l'efficacité du traitement, mais on observe
comme chez nos patients avec évolution naturelle, une régression de la charge amyloïde dans le myocarde, en tout cas une diminution de la fixation du traceur osseux au niveau du myocarde. On observait une même évolution favorable également sur les marqueurs d'IRM qui sont le volume extracellulaire, et puis une évolution assez intéressante également des biomarqueurs et notamment du taux de NT-proBNP, comme vous pouvez le voir ici, sous l'usage de ce traitement. On a un autre anticorps monoclonal donc en cours de développement qui est le coramitug, qui a un mécanisme d'action et une cible tout à fait similaire. L'étude était un petit peu différente en termes de critères de jugement principal d'efficacité. Les données de tolérance sont assez identiques à celles que je vous ai montrées tout à l'heure et pas de signal de défaut de sécurité important. Donc les études vont se prolonger. Ici, on avait encore une fois une diminution des taux de biomarqueurs, pas de différence d'efficacité au niveau fonctionnel sur le test de marche. Et puis les données d'imagerie qui ont été étudiées dans cette étude-là sont un petit peu différentes. Ce n'est pas de la scintigraphie, ce n'est pas de l'IRM, ce n'est pas de la charge amyloïde, mais quelques signaux aussi intéressants malgré tout, qui étaient basés sur l'échographie. On avait une amélioration d'un certain nombre de paramètres hémodynamiques qui vont quand même assez bien dans le sens également de ce qui a été observé avec l'autre anticorps monoclonal, le NI006. Donc, phase 1, phase 2, données observationnelles naturelles. Donc, naturellement, maintenant, on est dans l'ère des phases 3 sur ces deux molécules, le NI006 et le coramitug ici. Bien évidemment, je n'ai pas encore de résultats à vous montrer. On aura les résultats au mieux dans 2 ans pour l'étude dépléter, le NI006, mais un résultat déjà hyper important qui démontre l'enthousiasme et l'espoir que suscitent ces traitements-là pour les soignants et pour les patients. C'est que cette étude-là, de manière complètement inhabituelle, elle a terminé son recrutement en quelques mois, largement moins d'1 an. Et il y a eu un engouement mondial extraordinaire autour de l'arrivée de ces traitements pour nos patients. Et puis après l'ère des phases 3, toujours pour aller un petit peu plus loin dans cette idée de la combinaison inhibition des dépôts amyloïdes et clairance de l'amylose, on commence à envisager des essais de combinaison. Et le premier essai de combinaison qui va associer un silenceur, en l'occurrence l'éplotercène, et un dépléteur, le NI006, est dans les tuyaux et pourrait démarrer à l'été 2026. Donc juste en quelques mots de conclusion, ça suscite pour nous et pour nos patients un formidable espoir qui reste très très largement à confirmer. On n'a encore pas du tout de données d'efficacité suffisamment fiables pour confirmer notre emballement, mais un grand espoir de pouvoir réverser la charge amyloïde dans le cœur et éventuellement dans les autres organes cibles. Et puis restera, et vous voyez qu'on commence déjà à y penser, à préciser la place de ces traitements dans la stratégie. Est-ce que c'est de la combinaison? Est-ce que ce sera un usage séquentiel d'un dépléteur en traitement d'attaque, puis un traitement stabilisateur? Tout est envisageable et tous les espoirs sont permis. Merci. Merci beaucoup. Tu peux peut-être venir nous... Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Déjà, moi, je vais juste faire une petite remarque. Merci aux orateurs, parce que c'est pas facile de se rendre compte qu'en fait, il y a une différence entre la cible thérapeutique et les modalités d'action. Et en fait, vos immunothérapies sont des silencers, alors que les immunothérapies sont des dépléteurs. Et il faut rester réveillé jusqu'au bout, quoi, hein. Il y a des questions, mais j'avais une question pour vous trois, en fait, les trois orateurs. L'année dernière, à l'ASH, on a entendu parler d'une stratégie de CAR macrophage pour essayer de justement accélérer cette résorption. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui puisse être amélioré, développé? Alors, c'est pas si facile que ça. C'était donc des macrophages déjà qu'il fallait y individualiser, puis transduire, avec justement des anticorps qui reconnaissent la substance amyloïde. Voilà, c'était une question pour vous. J'ai pensé à l'aborder, mais je me suis dit, là, ça fait vraiment trop. Les quartiers, de toute façon, c'est pas passé.
Moi, je pense que c'est très intéressant parce que vraiment, cibler les dépôts, c'est ça qui cause la pathologie. Donc, je pense que ça serait vraiment très intéressant d'avoir des traitements anti-dépôts efficaces. Et avec les CAR-T, pourquoi pas avoir un traitement très très efficace que les anticorps anti-dépôts, en tout cas monoclonal, ça traîne un peu. Il y a d'ailleurs des mécanismes de résistance, on ne comprend pas tout, je pense. Mais oui, je pense que ça peut être quelque chose d'avenir. D'ailleurs, dans l'amylose AL, il y a probablement un mécanisme aussi naturel de clairance, parce que c'est vraiment une pathologie où on voit des patients effectivement sous silenceur qui va supprimer la fabrication des chaînes légères. On voit des patients vraiment à l'écho qui vont, c'est pas malheureusement le cas de tout le monde, mais qui vont avoir une hypertrophie qui va nettement diminuer et qu'on voit à l'œil. Donc il y a des mécanismes de clairance naturels qu'il faut possiblement soutenir par un traitement. Ouais. C'est ça, c'est l'immunothérapie. Il faut stimuler le système immunitaire, le détourner et faire quelque chose de plus efficace que la phagocytose classique en fait, des dépôts, je pense. Et je veux dire pour la TTR, après je laisse la place à la parole, mais pour la TTR, en fait, il suffit de donner l'anticorps monoclonal pour avoir une efficacité pour réveiller justement le système anciennement réticule endothélial, enfin pour les macrophages. Alors que c'est peut-être pas la même chose pour l'amylose AL. Ou est-ce que vous pensez que si on avait la stratégie car macrophage, on serait encore plus efficace dans la TTR? Faut peut-être pas être trop efficace quand on induit une myocardite. Faut s'arrêter avant de. Je voudrais juste poser une question, du coup. Enfin, j'ai le droit? Vas-y. Tu m'as pas buzzé. Non, je voulais remercier pour vos topos super clairs et super didactiques. Voilà, j'avais déjà vu Stéphanie à l'action, mais voilà, et Nathalie aussi. Bravo. Belle équipe parisienne, récente. Moi, je suis vraiment impressionné dans notre centre. On a la chance d'avoir pu utiliser les bispécifiques avec l'équipe de François Lemonnier, Karim Belladj, etc. Et je suis stupéfait quand même de... Enfin, pour nous, c'est les cardiologues, on attend toujours cette réponse. C'est vraiment le Graal. Alors, on a bien compris qu'il y avait des effets secondaires non négligeables, notamment au niveau infectieux. On voit qu'on a encore beaucoup à bosser au niveau cardiologique pour avoir les patients plus tôt. C'est ce qu'on fait avec tous les cardiologues pour essayer d'avoir les diagnostics plus précoces, mais on n'arrive pas à avancer vraiment plus que ça pour raison de parcours de soins. Mais ma question, c'est au vu de certaines équipes font 3 mois de traitement, d'autres 1 an. Comme on est dans l'inconnu, est-ce que vous avez des données à nous donner maintenant ce soir pour nous dire que finalement 3 mois c'est mieux et on limite les infections et finalement chez nos patients, nous on a 80% de 3 à 3B, 3 mois ça suffirait et sans leur faire courir un sur-risque infectieux? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du centre de référence, enfin de la filière qui va dans ce sens? Nous pour l'instant, en fait, après une période où on a traité en continu, là on a diminué pour se calquer sur le schéma de l'étude Teclistamie, donc 1 mois hebdo, puis 6 mois en tout, sous réserve qu'on a obtenu une RC. Mais c'est vrai que quand ça marche, dans la majorité des cas, à J15 déjà, la chaîne légère est effondrée, et quand c'est comme ça, peut-être qu'on peut s'arrêter à 3 mois, ouais. Mais... On voit aussi des malades qui ont arrêté très rapidement pour toxicité, justement, avec maintenant de plus en plus de recul, parfois même 1 an, 2 ans maintenant, qui n'ont pas rechuté, alors qu'ils ont eu un traitement très court. Et je pense que ça, c'est en faveur de faire un traitement court. Nous, on fait 3 mois, et l'argument qu'on a, ce qu'on a comme données, c'est pas encore, on n'a pas beaucoup de recul, mais on a vu 0 rechute. Avec, maintenant, le premier malade a été traité il y a 3 ans, lui, il avait eu 6 mois, et tous les autres, après, on a fait 3 mois. Donc, on a des malades qui sont à 2 ans, 1 an et demi, 1 an, et on a vu 0 rechute. Donc, à voir. Probablement, ces rechutes, je pense, sont à nouveau sensibles. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas sensibles à nouveau s'ils rechutent. Et l'intérêt de faire un traitement court, c'est que leurs immunoglobulines polyclonales remontent à peu près 6 mois après l'arrêt du traitement. Donc ça fait que la période où ils sont très immunodéprimés est moins longue. Sur le même thème, j'ai une question sur la réponse d'organes. J'ai vu dans les diapos que sous BISP, il y a 40% de patients qui ont une réponse d'organes. Est-ce que grâce à cette réponse et cet effondrement des chaînes légères extrêmement rapide, vous avez constaté que sous BISP, la réponse d'organes est plus rapide que ce qu'on avait avant?
J'ai pas les données pour le prouver, mais je pense que oui, c'est l'impression qu'on a. Avec des patients pour qui le cardiologue voit la différence à l'écho et à l'IRM rapidement. Ouais. Les résultats là, avec l'étentamig, avec la cohorte à 40 mg, là, il montre une réponse cardiaque, je crois, pour 50% des patients, visible à 1 mois. Donc c'est dingue. Ouais. Après, il faut ce qui du coup laisse énorme espoir sur le déclin en première intention en fait. Enfin... Ouais. Moi, j'ai vu régresser une macroglossie chez un malade qui l'avait depuis 5 ans. Et ça, c'est pas très souvent. Il faut vraiment qu'il soit en réponse complète. Et en fait, là, dans les essais myélome avec du teclistamab, avec supplémentation systématique en IGIV, il y a quand même moins d'infections. Et là, je pense que le très grand nombre d'infections, c'est aussi lié au fait que c'est des patients qui sont très fragiles, qui ont une amylose déjà multitraitée. Et donc, sûrement que si on le fait en première ligne, ça va quand même être mieux toléré. Il y a un essai randomisé de phase 3 qui va commencer normalement l'année prochaine en première ligne versus DARA-VCD. DARA-VCD, c'est très efficace, c'est très bien toléré, donc c'est pas complètement évident ce qu'il va falloir pour que vraiment changer et faire les bispés en première ligne. Dans le chat, on nous précise, et c'est assez juste, qu'il existe différents types d'amyloses, avec des amyloses qui sont très bruyantes, avec finalement peu de dépôts, en tout cas de ce qu'on en voit en imagerie indirecte et vice-versa. Mais effectivement, je pense que ça pose aussi la question de la quantification de ces dépôts, parce qu'on a des patients qui évoluent très vite, avec très peu d'anomalies cardiologiques à l'échographie, mais des biomarqueurs au plafond et une symptomatologie qui est extrêmement sévère. Et là, il y a peut-être aussi la question de la toxicité directe des chaînes légères. Peut-être une dernière question avant de conclure. Merci encore une fois, Lucie, pour ce très beau dessin qui synthétise la session. Et du coup, la question est plutôt sur l'amylose à transthyrétine. Dans quel délai on peut espérer d'avoir de l'immunothérapie efficace? Question compliquée. En pratique, on aura le critère de jugement principal de l'étude de phase 3, la dépléteur, il sera censuré à 2 ans de l'inclusion du dernier patient. Donc je pense début 2027. Donc pas de résultat d'étude avant fin 2027. Et après, c'est plus entre nos mains. Question dans l'auditoire. Thibaut. Juste un commentaire, effectivement, pour tous ces essais thérapeutiques, particulièrement dans la TTR, c'est qu'en fait, au début de l'essai, quand l'essai commence, au moment où le traitement peut être éventuellement envisagé en France, faut compter beaucoup d'années, en fait. Pour nous, en cardio, c'est quasiment 5 ou 6 ans avant la commercialisation éventuelle du médicament, si l'essai est positif. Et c'est vrai qu'il y a un risque pour les patients de rentrer dans un essai thérapeutique parce qu'on ne sait jamais, c'est pour préciser comme on a beaucoup de patients en ligne, on ne sait jamais si ça va marcher. C'est placebo versus un médicament en double aveugle, ni le médecin ni le patient savent ce qu'ils reçoivent. Mais il y a 50% des patients ou 75% qui vont avoir et bénéficier du traitement suivant le design de l'essai bien avant tous les autres avec ce risque. Mais du coup, 6 ans, un nouveau médicament dans l'amylose, et notamment dans nos amyloses à nos âges ou dans l'amylose à L, ça change tout sur le pronostic des patients. Et puis ce qu'on a pu voir dans tous les essais TTR que l'on a fait, c'est que une fois qu'on a fini la période et que l'essai est concluant, après, au cours de l'essai, il y a une phase ouverte où tous les patients reçoivent le traitement, même les gens qui sont sous placebo, les patients qui étaient sous placebo, en attendant les résultats finaux et même du médicament. Ça, c'est pour dire qu'il y a quand même un bénéfice majeur à être dans un essai pour les patients, c'est d'être beaucoup mieux suivi que les autres parce qu'il y a beaucoup de visites, etc. Donc ça, c'est lourd, mais bénéfique. Et puis surtout, si le médicament marche, ce qui n'est pas gagné et s'il n'y a pas d'effet secondaire évidemment majeur, ça permet d'avoir un traitement que probablement nos patients avec ces pathologies-là ne recevraient pas malgré l'AMM, vu le délai pour l'obtention évidemment de tout ça. Et plus ça va, plus c'est compliqué pour avoir des médicaments à des prix raisonnables que nos systèmes peuvent se permettre. C'est la grande question pour tous les médicaments qui arrivent.
Bon, eh ben, on conclut la session et la journée alors. Non, il y a une conclusion par le comité d'organisation de l'Association française contre l'amylose. Et donc, nous, on conclut la session. Merci encore aux orateurs et puis bonne soirée à vous. Donc on va conclure rapidement, je vous rassure. Et là, il n'y a pas de buzzer, donc c'est très dangereux. Voilà, vas-y, s'il te plaît, Sylvia. Arnaud, voilà, ne veut pas venir, mais au nom de tout le comité d'organisation donc scientifique de toutes les filières maladies rares, je répète, Marie, Filnemus, Cardiogène, FAI2R, on vous remercie beaucoup d'avoir participé donc en présentiel ici à la Fondation Birmans à ce 4e CFMA. Les derniers chiffres, parce que ceux que je vous avais donnés étaient de ceux de milieu d'après-midi, on est à 517 participants online, donc 517 plus 150, ça commence à faire. Il y a 26 pays, les 10 premiers pays francophones. Francophones, c'est la France, le Maroc, la Belgique, le Canada, donc le Québec, la Tunisie, l'Algérie, la Guinée, le Mali, le Bénin. Donc merci à tous de vous être connectés. Il y a aussi bien sûr les pays anglo-saxons, les États-Unis, l'Irlande, Canada aussi, et l'Angleterre. Donc merci beaucoup à tous d'avoir participé, d'avoir posé ces questions. Tous les replays seront disponibles rapidement, de façon à pouvoir continuer à communiquer sur l'amylose et améliorer la prise en charge. Et vous avez vu le boom en fait que l'on a fait avec tous ces traitements. Et chaque année, on se dit qu'est-ce qu'on va raconter. Et finalement, en fait, on a encore plein de discussions, plein de choses qui arrivent. C'est formidable. Je voudrais remercier aussi les laboratoires, nos partenaires qui développent tous ces médicaments, bien sûr, pour nos patients et nous donner la possibilité de les traiter, mais aussi pour soutenir tous ces événements, parce que sans eux, évidemment, on ne serait pas là. Merci beaucoup aussi à la régie locale qui fait un travail formidable, à Lucie, notre IA humaine, notre IE humaine, notre intelligence émotionnelle humaine, voilà, qui est mieux que l'IA. Également, bien sûr, à Jean-Daniel aussi qui assure toute la plateforme, à Charles aussi qui a assuré taillable l'organisation, et puis bien sûr à Madame Chalier avec Comme Santé qui organise le congrès avec nous. Et puis bien sûr, je vais laisser la parole à l'association parce que sans eux aussi, il n'y aurait pas grand-chose. Merci Thibault. Donc après tout ce remerciement, je m'oriente d'abord vers les médecins qui acceptent d'avoir un discours un peu plus didactique pour se mettre au niveau des patients, même si les thématiques sont quand même très compliquées. Voilà. Juste un petit mémo pour les médecins. Donc n'hésitez pas à orienter vos patients vers notre association. Quand vous partirez plus loin, vous verrez, il y a un stand de l'association. Il y a différentes documentations. Il y a des simples cartes de visite. Bon, ça suffit pour leur donner nos coordonnées. Donc voilà, ayez ce réflexe. Voilà, je voulais aussi souligner le travail que fait Hélène Thiollet. C'est elle qui est en interface directe avec les 4 filières. C'est elle qui anime le réseau de bénévoles et qui a pour tâche d'organiser les délégations régionales. Donc, merci Hélène pour tout ça. Je te donne un peu la parole. Merci beaucoup Jean-Christophe. C'était juste pour faire un petit signe aux membres de l'association qui sont en ligne, et je sais qu'ils sont nombreux, donc voilà, qui ont suivi le congrès. Et puis merci beaucoup à tous les orateurs d'avoir fait l'effort, comme disait Jean-Christophe, d'avoir un langage intelligible pour les membres de l'association. Et les replays seront très, très appréciés. Voilà, on va finir là. Merci à tous. Merci aux orateurs, évidemment, qui ont beaucoup travaillé et qui sont venus en présentiel, alors que maintenant, beaucoup de choses se passent en distanciel, mais qui ont joué le jeu de venir pour vous présenter les topos. Et puis, bien sûr, aux modérateurs aussi qui étaient là pour animer toutes ces sessions. Donc, merci beaucoup. Et on finit même en avance grâce au buzzer. Donc, désolé à tous les orateurs, c'est un jeu difficile. Je suis moi-même victime, en fait. C'est Sylvia qui tient son buzzer. Il coûte 1 500 € sur Internet. Donc, c'est... Voilà. Et il est sensationnel, mais ça permet même de finir dans les temps. Et puis voilà, très bon retour à vous. Merci beaucoup. Au revoir.